suis ravi d'accueillir également Sagbili Goubalan sur ce panel. Monsieur Boka Kelly, directeur des réseaux et systèmes d'information de SPI, qui n'est pas là, mais il devrait nous rejoindre aussi. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que le Bénin s'est doté récemment d'une stratégie nationale de l'intelligence artificielle. Et dans cette stratégie, les domaines justement de l'éducation, de la santé, de l'agriculture, le cadre de vie, le tourisme, ont été identifiés comme des domaines clés justement de cette stratégie nationale. Et justement, pour une mise en œuvre effective de cette stratégie nationale, nous avons besoin justement de pouvoir l'appliquer sur les données. Nous avons besoin de contenus locaux. Et c'est d'ailleurs le thème de cette édition du CENIA. Donc, je vais commencer ce panel par, du coup, on va avoir une discussion tous les deux pour le moment, en attendant que les autres nous rejoignent. Ma première question, c'est en quoi les contenus locaux sont importants justement dans l'application de l'intelligence artificielle dans le contexte local béninois? Ok, mais avant de commencer, je tiens à remercier le ministère du Numérique et de la Digitalisation et aussi la CIN pour l'opportunité qui m'est offerte de pouvoir échanger sur ce sujet ô combien important. Alors, les contenus locaux, en quoi est-ce qu'ils sont importants? Au lieu de parler de façon plutôt générale, je vais tenter de me mettre dans le cadre d'un domaine très spécifique qui est celui de la santé, que je connais plutôt très bien. Et je dirais globalement qu'on peut essayer d'avoir la discussion sur trois axes. Le premier, c'est la création de contenus locaux peut nous permettre de passer du stade de consommateur à un stade de créateur. D'accord? Donc, premier axe, consommateur versus créateur de solutions. Le deuxième axe, il a rapport à tout ce qu'on a entendu un peu plus tôt tout à l'heure, mais sur la souveraineté des données. Qu'est-ce qu'on fait de la data, surtout quand ce sont des données très spécifiques, quand ça a rapport avec la santé, l'axe de la souveraineté. Et le troisième et dernier axe, c'est plutôt la contextualisation des solutions basées sur l'intelligence artificielle qui doivent être adaptées à nos réalités. Donc voilà, moi je dirais que ce sont ces trois axes-là que j'aurais bien aimé discuter, sur lesquels j'aurais bien aimé discuter dans le cadre de ce panel. Super. Je pense pareil également. Je pense que dans un contexte, justement, on est en Afrique, on est au Bénin, dans un contexte où l'IA s'applique de plus en plus sur des données d'autres pays, hein, il faudrait également qu'on puisse, à notre niveau, créer du contenu, créer de la donnée. Et c'est l'un des challenges les plus importants. Quand on parle d'application de l'intelligence artificielle, tout à l'heure, le docteur Maounan l'a dit, les premières étapes d'abord, c'est d'abord la donnée. Ce n'est pas forcément d'abord la ressource humaine, mais la donnée. Et cette donnée-là, malheureusement, c'est ce qui nous manque encore dans le contexte africain en général et le contexte béninois en particulier. Et justement, parlons-en. Est-ce que déjà, tu peux me donner un cas, justement, puisque tu travailles beaucoup dans la santé, dans l'application de l'IA à la santé, justement, parle-nous de ton expérience et un cas où, justement, tu as eu affaire au manque de données, en fait, dans notre contexte béninois. L'un des cas d'application ou l'un des domaines d'application dans lesquels je suis très, très impliqué côté santé, c'est l'imagerie médicale. Alors, en imagerie médicale, on a, en tout cas pour ceux qui ne connaissent pas l'imagerie médicale, ils peuvent avoir tendance à croire que l'imagerie médicale, c'est potentiellement quelque chose d'assez évident de pouvoir stocker des données en imagerie médicale, un peu comme on stockerait des données de nos photos, donc des JPEG, des PNG et tout le reste. Et en fait, ce n'est pas le cas. En imagerie médicale, il y a un ou trois formats standardisés. Donc, on parlera de format DICOM pour entrer un peu plus dans le détail, mais je vais essayer de ne pas être trop spécifique. Donc, des formats DICOM, des MHI, des MHD, ce sont des formats qui font qu'on arrive à des stockages en termes de taille
qui sont assez importants. Ce n'est pas juste de l'image, mais c'est aussi beaucoup de métadonnées. Et toutes ces informations-là sont utiles pour l'analyse des données a posteriori. Et ce qui se fait malheureusement, et ce n'est pas que le cas du Bénin, je vais m'appesantir sur l'Afrique, puisqu'on parle de données, de contenus locaux. Malheureusement, dans nos pays, en Afrique, et plus spécifiquement au Bénin, on a du mal aujourd'hui à pouvoir stocker de façon pérenne ces données-là. Typiquement, dans le domaine de la santé, les données de la santé, et ce sont des lois à la fois européennes et appliquées, je dirais, à l'échelle de plusieurs pays, les données de santé doivent être stockées minimum sur 10 ans. Et comme on est sur des données qui sont très lourdes en termes de taille pour du stockage, les services, les hôpitaux ou les services d'imagerie médicale dans nos pays sont obligés de supprimer ces contenus-là, histoire de pouvoir faire d'autres acquisitions parce qu'ils n'ayant pas n'ayant pas assez de capacité pour pouvoir les stocker. Et je trouve que ça, c'est dommage parce que aujourd'hui, et les intervenants qui nous ont précédés l'ont bien indiqué, on ne peut pas parler d'intelligence artificielle sans parler de données et de la qualité de la donnée. Et pour être en mesure de construire des modèles robustes adaptés à nos problématiques, il faut qu'on puisse analyser les données provenant de nos centres de santé. Et donc, moi, je pense que ça, c'est déjà un élément sur lequel on doit tenter de travailler. Après, il y a des débuts de solutions que le gouvernement a déjà commencé par apporter, mais je pense qu'on en parlera un peu plus tard. Ok, là, tu soulèves un point très, très, très important. Dans l'infrastructure, puisque s'il faut garder 10 ans de données, j'imagine qu'il faut qu'on ait assez d'espace de stockage et sur de la durée également. Donc, du coup, est-ce que, justement, à travers les expériences que tu as eu à faire, nous avons un data center national au Bénin, et justement, ça pourrait justement, c'est, je pense, un début de solution à ce problème. Mais du coup, au niveau des médecins, par exemple, est-ce que, je parle encore un peu de ton expérience côté santé, justement, est-ce que c'est déjà une habitude pour un médecin d'enregistrer toutes les informations par rapport à un patient et aussi surtout, de la numériser? Pas forcément des papiers et autres, mais vraiment tout le processus qui est enregistré. Et tu touches du doigt là un problème très important. Alors, je tiens à indiquer sur ta première remarque concernant l'infrastructure et les décisions ou les actions du gouvernement qui sont menées dans le sens d'améliorer ce qui se fait aujourd'hui, qu'il faut saluer le travail qui est fait par le gouvernement. Je pense qu'il y a 2 ou 3 semaines, il y avait un communiqué à la sortie du Conseil des ministres qui disait qu'il y avait des solutions qui vont être mises en place, notamment, et ça je le connais plutôt très bien, donc je peux en parler, des solutions de Pax RIS à destination de certains hôpitaux dans notre pays. Je pense que c'est très bien, qu'il faut féliciter cela, mais qu'il faut tenter de ne pas limiter ça aux centres les plus importants du Bénin. C'est quelque chose qu'il faudra élargir sur tout le territoire parce que les données, et je pense que c'est prioritaire, quelqu'un qui se trouve à Nati Tengou et qui dans le passé avait fait des examens au CNHU doit être en mesure, par le biais de systèmes adaptés, d'être en mesure d'avoir accès à ces données, de permettre à un médecin traitant qui se trouve à Nati Tengou de pouvoir le soigner sur la base de ces informations. Maintenant, si on revient à la seconde question, qui est celle je dirais, du mindset aujourd'hui des médecins dans leur pratique au quotidien, est-ce qu'ils sont déjà habitués à numériser les données, est-ce qu'ils sont à l'aise tout simplement avec l'outil informatique? Je pense que ça dépend. Ça dépend. Il y a, je ne vais pas tenter de faire, de mettre en compétition l'ancienne génération et la nouvelle génération, mais je dirais que les jeunes aujourd'hui, en tout cas les médecins, les jeunes médecins qu'on a sur le terrain aujourd'hui, et j'ai eu la chance, moi, la semaine dernière, de parler de l'IA aux futurs prescripteurs dans le cadre de l'inauguration de la nouvelle bibliothèque Bénin Excellence FSS. Ce sont des gens qui ont de plus en plus l'habitude
de manipuler des outils numériques, qui sont à l'aise avec ces outils numériques-là. Et je pense qu'on peut dire sans se tromper que plus on avance et plus on aura la chance en fait d'avoir des gens qui sont à l'aise dans la manipulation des outils numériques. Donc ces gens-là, ils sont plus aptes à aller vers l'utilisation de ces outils-là. Malheureusement, il y a ceux qui sont déjà en place depuis un certain moment, et je ne sais pas de stigmatiser qui que ce soit ou de caricaturer, qui n'ont pas cette habitude-là. Et on ne peut pas le leur reprocher d'une façon ou d'une autre parce que l'environnement doit aussi permettre d'adopter les bonnes pratiques. Quand on implémente les bonnes pratiques très tôt, c'est évidemment plus simple après de pouvoir les diffuser. Donc c'est plus de ce côté-là. Après, il y a parmi les médecins des gens qui sont des chercheurs et qui, eux, ont besoin, au-delà de la problématique, je dirais, d'aller soigner les gens qui est celle de la problématique clinique, il y a une problématique plutôt de recherche aussi associée à cette confédération-là ou à ce corps de métier, qui est que les médecins ont aussi besoin des données pour publier. Ils ont besoin des données pour passer de médecin à professeur d'université, bref, évoluer dans leur carrière. Et pour ça, il faut faire des études. Et les études ne peuvent pas être faites sur un contenu qui est inexistant ou qui n'est pas du tout hébergé et bien entretenu. Donc voilà pour répondre un peu à tête de préoccupation. Alors, pour quitter un peu le domaine de la santé, j'aimerais bien parler, par exemple, de l'expérience qu'on a eue au Sénéchiro, l'association d'experts en intelligence artificielle au Bénin pour promouvoir l'IA au Bénin. On a voulu travailler justement sur ce bot de traduction, par exemple, du français en Fongbe ou de l'anglais en Fongbe. Et donc, du coup, justement, on a fait justement face à cette problématique-là de manque de données au Bénin. Et la question que je veux te poser justement en parlant de cette expérience, c'est que on a essayé justement de collecter de la donnée en Fongbe. OK? Et au début, je pense qu'on était vraiment très naïfs. On pensait qu'il fallait juste recruter des personnes qui parlent Fongbe, qui savent écrire le Fongbe, et c'est tout. Donc, on avait la chance d'avoir un petit financement de l'UNESCO. On a recruté. On a commencé la collecte de données, puis on a eu un problème. OK? Collecter de la donnée, c'est une compétence. Savoir collecter de la donnée, c'est une compétence. Parce qu'on a collecté beaucoup de données, puis on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas les utiliser, parce qu'on n'a pas pris le temps. OK? Là, on était en 2019, hein, on a appris de nos leçons, mais on n'avait pas pris le temps dans le temps de mettre des règles en place, par exemple d'abord, et d'assurer que ceux qui vont nous donner de la donnée avaient les compétences en fait. Donc, justement, est-ce que tu penses aussi que pour justement collecter de la donnée, il faut des compétences et lesquelles? En fait, là, je pense que tu touches, c'est potentiellement le nœud gordien en fait dans toute cette histoire. Et ce que tu dis, pardon, pour le Fongbe ou d'autres langues, est plus criard dans le domaine de la santé. Dans le domaine de la santé, on ne peut pas collecter n'importe comment la donnée. On ne peut pas annoter ou labelliser n'importe comment la donnée, qui plus est en imagerie médicale. Et je vais m'expliquer un peu plus juste après sur cet as-là et dire que globalement, ce qu'il faut, c'est avoir une vision nationale, mais aussi holistique. Quand je dis holistique, c'est une vision qui observe les choses dans la globalité. Il ne faudrait pas aller morceau par morceau, avoir des briques qui sont séparées entre elles, et finalement se dire un jour, on va toutes les connecter entre elles. Là, on aura perdu un temps fou, et ce n'est pas la bonne façon de procéder. La bonne façon de procéder, c'est comme on a l'habitude de faire les grandes messes du genre, on associe tout le monde, certes, mais il faut associer les gens du métier, les gens qui sont proches du terrain. Et aussi tenter de leur inculquer une façon de faire, les former à pouvoir acquérir convenablement la donnée, la stocker et au moment de faire l'acquisition de la donnée, définir quelles sont les priorités. En gros, quels sont les KPI, si on veut, en termes d'acquisition, de bonne acquisition de la donnée. Et là-dessus, l'IA peut aider. Moi, j'en parlerai demain. Okay. Mais bon, c'est une sorte de teasing et de pub à la démo qui sera faite demain. Mais si on en revient à la question sur l'imagerie médicale, la collecte de la donnée, elle est fondamentale parce que quand on est sur de l'imagerie médicale, et désolé pour ce tropisme très santé, très imagerie médicale, mais j'avais déjà
annoncer les couleurs. On est sur ce qu'on va appeler des modalités d'imagerie médicale, d'accord, que ce soit de la radio, du scanner, l'IRM et autres. Et sur ces types de modalités, on est aussi sur ce qu'on va appeler des incidences. Quand vous allez faire une photo, vous ne faites pas une photo n'importe comment, il y a une norme à respecter, une norme ISO, 3 points de suspension. Donc, il faut, pendant qu'on fait l'acquisition, se dire qu'on doit valider certains critères pour que l'acquisition soit jugée valable, utilisable après coup. Donc là-dessus, il y a évidemment un gros enjeu et il faudrait intégrer tous ces éléments-là, d'accord, dans l'analyse qui est faite. Et je pense que l'idée de la stratégie nationale sur l'intelligence artificielle et mégadonnées, c'est aussi de tenter d'avoir cette vision-là holistique de la chose. Vraiment éviter d'aller morceau par morceau, parce qu'à la fin, on se retrouverait avec des données qui sont stockées et qu'on ne pourrait pas exploiter. Et dans cette perspective, il faudrait dès le départ, au moment où on commence par définir les axes pour stocker des données, penser en même temps à comment est-ce qu'on peut les utiliser. Parce que si on associe des gens qui devraient passer pour utiliser des données, au moment de la collecte, ils pourraient définir avec ceux qui doivent collecter les données les bonnes pratiques à adopter pour qu'on ne se rende pas après coup que les données sont là, mais qu'on ne peut pas les utiliser pour créer des modèles dits d'intelligence artificielle afin d'exploiter le potentiel, je dirais, caché ou endormi sur nos serveurs. Je pense que là, c'est vraiment une recommandation qu'on va garder après ce panel. C'est-à-dire que collecter de la donnée, justement, dans le cadre de la mise en place de cette stratégie nationale de l'IA des mégadonnées, elle ne peut pas se faire seulement chacun dans son coin. Il faut, je dirais même, une stratégie, on met en place des règles, en fait, pour chacun de ces secteurs-là, justement, pour pouvoir avoir de la donnée de qualité, également pour ne pas perdre du temps également aussi, parce que, justement, on a fait l'expérience et on a dû galérer un peu pour nettoyer cette donnée. Et justement, quand on a fini de nettoyer un peu la donnée, comme on pouvait, hein, on l'a rendu public, justement, pour que d'autres personnes aussi puissent faire des travaux en se basant sur ce que nous on a fait. Okay? Et donc, du coup, ça m'amène à une question par rapport aux données ouvertes. Okay? On a beaucoup de jeunes qui s'intéressent aujourd'hui à l'IA. Et pour qu'ils puissent, aujourd'hui, la plupart vont sur Internet, télécharger des données sur des sites comme Kaggle et d'autres pour justement, Zindi Africa aussi, par exemple, pour justement faire des applications, pour des projets de fin d'études, pour des projets pour peut-être créer un portfolio. Mais aujourd'hui, on a besoin justement de données béninoises, okay? Justement, puisque si je suis un étudiant à l'UAC et que j'ai des données de mon pays, je fais un traitement dessus, j'apporte de la valeur, je crée quelque chose qui peut, que je peux poursuivre après mes études, tu vois. Donc, ça m'amène justement à ce problème des données ouvertes. À ton avis, okay, est-ce qu'on peut rendre toutes les données ouvertes, déjà, puisque déjà en santé, je pense qu'il doit y avoir quelques considérations à ce niveau-là. Et aussi, est-ce que les données ouvertes sont à encourager justement dans cette stratégie qu'on a justement d'application de l'IA et de la collecte de données? Ouais. Je dirais que ça dépend. C'est une question un peu, je dirais, piège. Bon, j'essayerai de m'en sortir. Ça dépend des applications. Dans le domaine militaire, par exemple, on n'a aucun intérêt à rendre les données ouvertes. Typiquement, l'analyse d'images satellitaires de zones de tension ou voilà, l'analyse d'images de drones. Bref, il y a des domaines d'application où on ne pourrait pas rendre les données publiques. Et moi, je pense que c'est plutôt une bonne chose de se dire quand même qu'on a des domaines qui sont protégés, entre guillemets. Je ne sais pas si les spécialistes du droit abonderont dans ce sens, mais c'est mon opinion. Et après, dans le domaine de la santé, vu que tu m'interroges là-dessus, aujourd'hui, il y a quand même des initiatives pour rendre les domaines dans le domaine de la santé publique. Je prends par exemple le RSNA. Le RSNA, c'est la plus grande instance à l'échelle mondiale des radiologues du monde. C'est la Société de radiologie d'Amérique du Nord qui, à travers des challenges Kaggle, tu le citais tout à l'heure, met à disposition de grosses bases d'images médicales. Évidemment, il y a tout un travail qui est fait en amont.
à savoir qu'il faut déidentifier les données. Je ne dirais pas anonymiser. Je ne pense pas que le mot anonymiser corresponde vraiment parce que je pense qu'on emploie un peu à tort et à travers. On est en mesure de retrouver des informations sur des gens, même si on considère qu'on a anonymisé les données. On va déidentifier les données, d'accord? Et les données déidentifiées, on les met à disposition sous certaines conditions. Je pense que le maître en parlait tout à l'heure, à savoir, la question c'est vraiment de savoir, une fois qu'on a utilisé ces données pour apprendre nos modèles, est-ce que ça appartient, entre guillemets, si on part du principe qu'on est sur un as de souveraineté nationale, si nous on utilise des données produites ailleurs pour apprendre nos modèles, est-ce que vraiment ces modèles-là nous appartiennent après tout? Donc, il faut plutôt, en fonction du domaine, définir quel est l'objectif et quelles sont les priorités. Et à partir du moment où on a répondu à cette question, on peut potentiellement se dire, OK, si on a fini de faire notre classification des domaines où on ne veut pas rendre les données publiques, imaginez la possibilité de rendre des données publiques dans certains domaines. Et c'est utile, et ça fait écho à ce que je disais tout à l'heure sur des études d'épidémiologie en santé publique ou dans certains domaines, que les médecins souhaiteraient quand même faire ces études-là. Et pour faire ces études, il faut avoir accès à de la donnée. Donc, il faut penser à un cadre. Il faut encadrer la chose, forcément, mais il faut penser à un cadre dans lequel les gens pourront aisément accéder à ces données-là. Et je terminerai en disant que de mémoire, au sein du gouvernement, il y a un projet Open Data, je crois, mené par M. Anziz Adéan, si ma mémoire est bonne. Je ne sais pas très bien quels sont les contours de ce projet, mais je pense que le nom en lui-même veut peut-être donne des indications sur la portée de cette initiative. Oui, je suis totalement d'accord sur ce point. Données ouvertes, mais pas dans tous les domaines. Mais il y a quand même beaucoup de domaines dans lesquels on a besoin de données ouvertes, puisque ailleurs, justement, on a ces données ouvertes-là. Et je peux confirmer également qu'il y a une initiative en cours d'Open Data au Bénin pour qu'on puisse justement tous avoir accès à ces données-là et pouvoir travailler là-dessus. Je veux parler là du domaine de l'agriculture, par exemple, ou domaine de l'énergie aussi. Je pense qu'au Bénin, on a des entreprises, de grandes entreprises qui collectent assez de données. On a la SBE, par exemple, qui a beaucoup de données sur nos consommations en énergie, en eau, la SONEB pour l'eau. On a les réseaux télécoms, on a MTN, on a Move, on a Celtis, qui ont des informations sur nos temps d'appel également, beaucoup d'autres données télécom. On a le mobile money aussi, nos dépenses. D'autres entreprises également collectent beaucoup de données. En quoi justement on pourrait profiter d'un partenariat public-privé pour utiliser davantage de données? Enfin, j'imagine que les entreprises ne pourront pas rendre toutes leurs données disponibles parce que c'est quand même ce qu'ils ont et c'est important pour eux. Mais en quoi un partenariat public-privé peut aider justement à ce qu'on puisse mettre, puisque là tu parlais de la RSNA qui encourageait la collecte de données, qui avait un gros repository. Justement, ailleurs, il y a des entreprises qui créent des compétitions justement basées sur des données qu'elles ont elles-mêmes. Donc du coup, comment justement encourager justement ce partenariat public-privé pour collecter davantage de données? Et pourquoi pas inciter justement ces entreprises à créer des thèses de doctorat, des sujets de doctorat justement, pour que les étudiants, non seulement il y en a qui vont appliquer, mais qu'il y en a également qui fassent de la recherche, mais avec les données des entreprises directement. Okay? Je pense que ça pourrait être une solution, mais qu'est-ce que tu en penses? Oui, évidemment, ça pourrait être une solution, mais je pense qu'en amont, on a bien indiqué en préambule de ce panel. La donnée, c'est la richesse des entreprises. Je suis d'accord. Voilà, donc à partir du moment où on dit que c'est leur richesse, derrière, mettre à disposition, c'est forcément un peu plus délicat. Sur le cas, si on prend le domaine de l'énergie, moi je vis en Occident, plus précisément en France, mais je sais que il y a eu pas mal de discussions quand les compteurs Linky, on voulait les installer, et je pense que ça soulève encore d'autres problèmes.
Et derrière, en fait, il y a des choses très intéressantes qui sont proposées quand ces données sont analysées. On vous dit à peu près à quel moment de la journée vous avez su consommer, sur quel type d'équipement vous avez vous avez une consommation assez excessive, et ça permet aux utilisateurs derrière de changer leurs habitudes, d'améliorer en fait leurs habitudes, aussi bien pour, je dirais, une meilleure utilisation des ressources de la planète, pour parler un peu en termes environnement et écologie, Oui. mais aussi d'un point de vue quasiment budget en fait, parce que si on sait à peu près sur quels sont les équipements qui sont énergivores, entre guillemets, on est en mesure de prendre des initiatives ou des solutions pour pouvoir pallier à cela. Et donc, ce que tu proposes est tout à fait intéressant. Après, je pense que s'il y a une initiative qui vient du gouvernement, les structures privées ne pourront pas forcément s'y opposer. Elles vont pas évidemment du jour au lendemain rendre publiques toutes les données dont elles disposent, mais elles pourront faire un effort. Donc, on a la chance d'avoir des gens qui sont très bien placés au niveau de la CIN, du gouvernement, qui nous écoutent. C'est de leur dire, continuer dans cette voie-là, à travailler à rendre des données de plus en plus disponibles, accessibles, à négocier, à discuter avec les entreprises pour qu'elles puissent voir ce qu'elles peuvent rendre disponible, histoire que tous ces gens dont tu viens de parler, que ce soit de futurs chercheurs, des étudiants qui doivent finir un sujet faire un stage sur un sujet en particulier pour valider leur diplôme, soient en mesure de produire du travail de qualité en partant de données locales. Et derrière, on pourra créer des modèles qui répondent vraiment à nos problèmes. Et ça fait vraiment écho au troisième axe que j'avais défini en préambule de mon propos, à savoir qu'il faut forcément arriver à des solutions contextualisées. Et pour arriver à des solutions contextualisées, il faut de la donnée locale. Et cette donnée-là doit pouvoir être encadrée d'une façon ou d'une autre, mais elle est indispensable à la mise en place de solutions efficaces pour résoudre les problèmes de nos concitoyens. Voilà. Oui, donc ça aussi, je pense, c'est une recommandation qu'on va garder. Les partenariats publics-privés, justement, pour l'aide, justement, l'utilisation de l'IA pour le bien commun. Je me rappelle, quand tu parlais de données de la santé, qu'une personne qui a été traitée, par exemple, à Nati Tengu, ou bien au CNH ici, qui est désormais à Nati Tengu, on devait pouvoir le traiter, enfin, tenir compte des données précédentes, en fait, qui viennent de Cotonou. Ça m'amène à poser une question sur comment on s'assure qu'on a une inclusion dans cette collecte de données. Parce que on a remarqué qu'avec les modèles d'intelligence artificielle, ces modèles-là reproduisent les biais qu'on a dans les données. Si aujourd'hui on décide de collecter des données, par exemple, et on se base que sur Cotonou, tu es d'accord avec moi que les modèles qu'on va créer ne seront pas utiles pour toute la population béninoise. Même si Cotonou est l'attraction, on a besoin de cette inclusion. Également aussi par rapport au genre. Si ailleurs, ils ont des problèmes voilà, on a des données, ils ont beaucoup de données, par exemple, sur des personnes de peau blanche, et les modèles sont très biaisés, par exemple, sur des personnes de peau noire. Ici, on peut considérer, par exemple, le genre. Si les données, par exemple, on a des données de patients et que ce n'est que des hommes, par exemple, ça peut créer des problèmes. Comment on s'assure qu'on a une inclusion vraiment de toutes les couches de la société d'abord et aussi toutes les considérations possibles? C'est une question, comme toutes les précédentes, tu me diras, qui est très importante. Moi, j'ai le souvenir que durant la période de la pandémie de la Covid-19, tout le monde disait qu'en Afrique, ce serait l'hécatombe, qu'il y aurait des millions de morts, que ça va être terrible et que la population africaine va être décimée. Voilà, on nous proclamait ou on nous parlait de l'apocalypse, et à la fin, il n'en a rien été. Tout simplement parce que la population africaine et les réalités chez nous ne sont pas les mêmes qu'en Occident. Okay? Et c'est important, en fait, de se dire, dans cette perspective-là, qu'il ne faut jamais aller, c'est mon point de vue, il ne faut jamais aller vers des solutions toutes prêtes, toutes disponibles, clés en main, entre guillemets, ou disponibles sur étagère, prendre et les adapter aux réalités d'un continent ou d'un pays, parce qu'on ne se ressemble pas,
on n'a pas le même contexte. Je pense qu'on peut aussi l'étendre au cas du paludisme que les Occidentaux ne connaissent pas, Ebola et bien d'autres maladies. Donc la question de l'inclusion et de la qualité de la donnée, et surtout de données, je dirais, contextualisées, c'est super important. Et donc pour tenter de résoudre ce problème-là, je dis tenter parce que moi je n'ai pas la baguette magique, j'ai pas la panacée en fait à tous ces problèmes. Je dirais qu'il faut faire ce qu'on a dit un peu plus tôt, définir une stratégie de collecte de données qui associe le plus grand nombre de personnes. Les gens du métier, les gens qui demain vont construire des modèles sur la base de ces données. Voilà, former les gens à pouvoir et implémenter, pour qu'ils puissent implémenter les bonnes pratiques. Ensuite, collecter massivement et de façon intelligente. Il ne faudrait pas collecter, cibler juste une population, parce qu'on ne le dit jamais assez, mais peut-être que des études épidémiologiques nous montreront que, et je n'en doute d'ailleurs pas, hein, qu'il y a des spécificités dans le nord du Bénin, à Nati Tengu, qui ne sont pas des réalités proches je dirais, des populations de chez nous, d'un point de vue pathologique, comment ça se développe, comment ça évolue. Donc, il faut être en mesure, du coup, d'étendre la collecte de données, de ne pas être centré sur certaines localités du Bénin. Malheureusement, ce tropisme-là, il est là. Hein. On sait voir dans les infrastructures, même si ça change progressivement, qu'il y a certaines localités du Bénin qui sont bien garnies, entre guillemets, bien desservies ou bien servies en matière de services publics et tout ce qu'on peut imaginer, et qu'il y a d'autres localités qui, elles, sont, entre guillemets, moins bien loties. Il faut arriver, dans la collecte de données, à éviter je dirais, d'étendre ou de diffuser ce biais qui existe déjà dans la façon de procéder. D'aucuns peuvent même me dire, Cotonou, c'est la capitale économique, mais la présidence et la plupart des institutions sont à Cotonou, ainsi de suite. Donc non, il faut arriver à corriger cela au moment de la collecte des données, et se dire que plus on a de données et de données de qualité, plus on serait en mesure d'arriver à des modèles qui évitent en fait de reproduire des biais. Et je pense que dans cette perspective-là, la discussion ou le dialogue entre guillemets qu'on a là doit permettre en fait de structurer les stratégies à venir pour mieux faire les choses. Elles ne seront pas parfaites, mais mieux faire les choses, et aussi apprendre de la façon dont les autres ont procédé sous d'autres cieux. En France, aux États-Unis, un peu partout dans le monde, s'inspirer des autres modèles. Certes, nos réalités ne sont pas les mêmes, mais il y a des erreurs que les autres ont commises dont on pourrait apprendre pour mieux s'en sortir. Ok, là, je vais poser une dernière question. Je sais qu'on a dit qu'il fallait une stratégie de collecte de données pour qu'on n'aille pas dans tous les sens et qu'on ne perde pas du temps également, qu'on ait de la donnée de qualité. Mais est-ce qu'on peut avoir des initiatives privées de jeunes, bon, pas privées, mais bon, ce que je vais dire, c'est plutôt, est-ce que, par exemple, un groupe de jeunes étudiants, ok, peuvent justement contribuer à cette collecte de données dans le cadre d'un projet, par exemple, de fin d'études ou quelque chose du genre? Est-ce que c'est des initiatives à encourager aussi dans ce sens-là? Parce que cette stratégie-là, même si elle vient du gouvernement et d'autres institutions, qu'en est-il de monsieur tout le monde qui a envie de contribuer également? Monsieur tout le monde peut évidemment avoir envie de contribuer. Et moi, je dirais, why not? Pourquoi pas, en fait? Pourquoi pas? La difficulté, elle réside dans ce qu'on a dit un peu plus tôt, à savoir que ce sont des données vraiment à une petite échelle, très spécifiques, et qu'on aurait du mal, en fait, en partant de ces données-là, à faire je dirais, à extrapoler ou à tirer des conclusions qui seraient pertinentes. Je pense qu'il faut certes encourager de telles initiatives, mais il ne faut pas que ces initiatives-là soient complètement isolées. C'est vraiment ça ma réelle préoccupation. Et j'aimerais ajouter que il y a des métiers aujourd'hui qui sont liés à la collecte des données et la labellisation des données également. Et ailleurs, il y a de plus en plus d'entreprises dont le métier justement est la collecte de données et la labellisation. Donc c'est une compétence c'est un métier qui vient s'ajouter à la liste de métiers
que l'IA est en train de créer. L'année dernière, on avait parlé en fait des dangers de l'IA, on avait parlé du fait qu'il y ait des métiers qui vont disparaître. On ne savait pas que ChatGPT allait arriver entre-temps et qu'il a déjà commencé à faire disparaître certains métiers. Donc justement, le métier de data labeler est un métier aujourd'hui. C'est une compétence également. Et il est important qu'on le note également et qu'on se dise, ben voilà, c'est une compétence à acquérir. Je retiens aussi que nous avons besoin de données ouvertes, même si ce n'est pas dans tous les secteurs. Je retiens qu'il faut une collaboration public-privé pour qu'on ait davantage de données. Je retiens aussi qu'il y a des métiers de collecte de données dans lesquels, des métiers auxquels il faut s'intéresser également. Merci beaucoup pour la discussion, elle était très intéressante. Merci Kevin. Si on vous dit quel est le premier producteur de chocolat, on vous donnera peut-être une compagnie suisse. Ils n'ont jamais vu la fève de cacao. Donc ils viennent ramasser le cacao, on le transforme, on vient le revendre. De la même manière, on viendra ramasser les données, on ira le travailler, on viendra nous le donner. D'accord? Et donc, nous serons toujours consommateurs. Et il faudrait que nous produisons des données. Je vais vous donner un exemple très simple. Le Covid. Normalement, au début, on aurait dû automatiser tout. Et donc, on va prendre tous les tests de Covid et on va analyser qui sont positifs. Est-ce que ce sont des femmes? Ce sont des hommes? Quel âge? Ainsi de suite. Et on peut fournir à l'État des décisions, des documents de décision, des aides à la décision pour la vaccination. Si par exemple, nous n'avons jamais vu quelqu'un de 20 ans attraper le Covid, mais le gouvernement dit si vous avez 20 ans ou bien 15 ans, restez à la maison. Vous, on ne vous vaccine pas pour le moment. Et puis on continuera jusqu'à ce que le Covid va mourir. Et donc on n'aurait pas perdu de l'argent en vaccinant les gens de 15 ans. Vous voyez. Et donc nous, à la commission de l'UEMOA, nous sommes en train de mettre en place des données ouvertes. Nous sommes en train de prendre un règlement pour qu'on puisse fournir les informations aux fournisseurs de services numériques. C'est comme ça que nous les appelons. Les jeunes, comme vous le dites, ce sont des fournisseurs de services qui vont collecter les données et qui vont fournir des aides à la décision, aussi bien dans le public que dans le privé. Donc, il est extrêmement important et je voudrais vous féliciter pour ça. Merci. Je pense que c'est très important la remarque par rapport justement au fait que on risque d'avoir nos données justement qui sont amenées ailleurs, on les entraîne et après on nous sert le modèle. C'est très important qu'on puisse contribuer nous aussi également. Et si aujourd'hui, par exemple, dans le contexte africain, il y a encore beaucoup de langues qui ne sont pas sur Wikipédia et autres, dans les modèles de traduction de Google, justement parce que justement, ce n'est pas un intérêt très très important pour eux. Donc ils n'ont pas un intérêt pour ça, c'est à nous de le faire. Mais une fois que justement, puisque on a la population africaine qui devient celle la plus jeune et la plus représentatrice au monde, je pense que finalement il y aura des initiatives après, des grands groupes européens et occidentaux ici. Mais c'est à nous de faire le travail. Je pense que justement, je pense que c'est le sens de l'intervention de monsieur de dire il faut qu'on le fasse. Il ne faudrait pas laisser le champ libre aux grands groupes. J'ai rien contre les grands groupes, mais je pense qu'il faut créer des champions africains, des champions locaux ou régionaux qui ont la capacité en fait d'adresser nos problématiques. Et ça, c'est vraiment important si on veut avoir un contrôle, une certaine souveraineté sur la nature de nos données et ne pas reproduire, si je reprends l'analogie, l'histoire de la fève et du chocolat. Par rapport à vos interventions, vous aviez dit que vous êtes dans le domaine de l'imagerie médicale. Mais si nous on prend par exemple au ministère de la Santé, on va parler de paludisme, on va parler d'hépatite, on va parler de polio. Il y a en tout cas, une grande quantité de données à collecter. Si je prends par exemple un exemple, qu'on se décide par exemple à connecter toutes ces données-là, à les catégoriser et à faire des API pour permettre à des étudiants ou à d'autres, après les avoir apurés bien sûr, les permettre d'utiliser ces données-là et de les utiliser. Ma préoccupation est de savoir où est-ce qu'on pourra stocker cette masse de données-là. Parce qu'aujourd'hui, la stratégie gouvernementale, c'est que les données restent au Bénin, avec le Data Center national. Mais si on va mettre le côté intelligence artificielle à l'épreuve, est-ce qu'avec la capacité que cet outil a de travail et d'analyser, avons-nous les ressources matérielles nécessaires
pour contenir toute cette masse de données qu'on aura collectée, surtout qu'on sait qu'elle devra être mise à jour régulièrement? La deuxième question, c'est, vous avez parlé de stratégie, mais je remarque que vous avez parlé plus de stratégie collecte de données. Moi, j'ai un problème. Nous, on est des informaticiens. On peut se lever, aller se former et être bon en IA. Mais seulement nous, on ne crée pas des applications pour les créer. On les crée pour qu'un corps donné les utilise. On les crée pour qu'on les utilise en éducation, pour qu'on les utilise en médecine. Mais ceux-là qui sont dans ces corps, est-ce qu'ils ont connaissance de cela? Est-ce qu'ils savent qu'il y a quelque chose qu'on appelle l'IA et que grâce à ça, ils peuvent améliorer leur manière de travailler? Est-ce que leur culture numérique par rapport à l'intelligence artificielle, est-ce qu'ils ont les bases pour ça? Parce que c'est à eux de nous dire, bon, je travaille dans l'imagerie médicale, j'aimerais que juste avec une application, je puisse dire à mes patients, il y a ci, il y a ça. Mais s'il ne sait pas que c'est possible, il ne pourra pas se rapprocher d'un informaticien pour le faire. Est-ce que dans les cursus universitaires, dans les cursus scolaires aujourd'hui, nous pensons à une stratégie d'inclusion de la culture numérique côté intelligence artificielle? Merci. Je me permets, en fait, sur la base de ta première question, et c'est quelque chose que je n'ai pas dit, mais qui consiste tout simplement à dire qu'aujourd'hui, les modèles les plus efficaces, et tu fais bien d'aborder, et je pense que d'une façon ou d'une autre, c'est peut-être en tâche de fond ce que tu tentais d'exprimer, les modèles les plus efficaces ne sont pas des modèles, en tout cas dans le domaine de la santé, qui fonctionneraient tout simplement en disant je prends une image, je prends juste l'imagerie médicale et je m'arrête là. Il faudrait être en mesure d'intégrer toute l'historique, d'accord, du patient, que ce soit des données d'analyse biomédicale, que ce soit des données liées à l'antécédent, des données relatives, je dirais, à l'historique des parents du patient. Bref, il faut intégrer énormément d'informations pour arriver à des modèles qui soient assez robustes et efficaces dans le domaine de la santé. Mais je me permets de fermer cette parenthèse-là pour dire, par rapport à la question que tu as posée, où est-ce qu'on va aujourd'hui stocker toutes ces données? Je pense que la première question de Kevin, c'était il posait plus ou moins cette question-là. Et ce que moi j'indiquais, c'est qu'il y a aujourd'hui des initiatives. C'est pas parfait. Aujourd'hui, le gouvernement ne peut pas stocker toutes ces informations-là pour toutes les personnes du Bénin. Aujourd'hui, si on me pose la question, moi, de ce que je sais, je pense pas que ce soit possible. Mais il y a des initiatives qui sont en cours. Je parlais du Pax RIS pour stocker un maximum d'informations déjà dans certains hôpitaux, notamment sur l'imagerie médicale. L'imagerie médicale, c'est quand même, dans le domaine de la santé, le gros lot quand il s'agit de stocker des données médicales, les données liées au paludisme et tout le reste. Je ne les minimise pas, mais je dis que stocker une image, surtout des images médicales, ça demande beaucoup de ressources. Donc il y a des initiatives et on ne peut qu'espérer que progressivement, en tout cas, qu'on mette en place les infrastructures nécessaires pour pouvoir les stocker. L'idée, le principe de la souveraineté des données, c'est d'éviter un maximum d'aller stocker les données ailleurs. Et je pense qu'en France, c'est aussi une problématique qui tient... je parle de la France parce que c'est le pays que je connais le mieux juste après le Bénin. Mais en France, il y a aujourd'hui au niveau du ministère du numérique, du ministère de l'économie, des initiatives qui sont prises pour parler de la souveraineté de la donnée. On ne veut pas aller stocker des données chez AWS ou d'autres. On veut que ce soit par des hébergeurs, je dirais, français. Donc, il peut aussi avoir cette politique-là à l'échelle du Bénin pour tenter d'éviter une certaine fuite des données. Okay? Donc, moi, c'est ce que je peux tenter d'apporter comme réponse suite à la première question. Après, je ne sais pas si Kevin, tu veux compléter ou si... Vraiment, je pense que la réponse, elle est complète. C'est important que, quand on parle de souveraineté, c'est important justement qu'on ait nos propres données sur nos serveurs ici. Je pense que la question des capacités des infrastructures, en tout cas pour ce qu'on a commencé à collecter, on a les capacités. On doit forcément les étendre sur la durée, c'est évident. Mais je pense que l'infrastructure est là. Il faut davantage qu'on ait les compétences pour également. Et voilà. Et par rapport à la deuxième question, justement, par rapport à l'inclusion, par rapport à ceux qui sont dans les métiers, et non seulement les spécialistes de l'IA,
Euh, c'est une problématique qu'au sein de Ishiro, euh, qui nous tient à cœur justement parce que on n'applique pas l'IA seulement, on l'applique dans un métier donné et il faut le faire avec les spécialistes du métier. Au sein de Ishiro, on a commencé des activités de sensibilisation, euh, des présentations pour former les décideurs dans certains de ces métiers-là. Dans le mois de mars, par exemple, nous étions avec les spécialistes du ministère des Finances, par exemple. On a des initiatives qui sont prévues pour d'autres métiers également. Et aussi dans les formations qui sont proposées aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui au Bénin, on a commencé à avoir des masters en data science ou en IA, et il y a des projets qui sont appliqués à des différents domaines. OK? Et je pense, pour avoir discuté avec plusieurs personnes, et je pense qu'il y en a également dans la salle aussi qui sont par exemple médecins, des étudiants en médecine, ou des médecins eux-mêmes, qui sont déjà au courant, tu veux dire quelque chose? Non, mais je te laisse finir, je compléterai, Okay. il faut aller dans ton sens. Oui. Qui vraiment sont au courant justement des avancées en IA et qui savent justement, qui même veulent avoir les compétences en IA pour les appliquer. Ils attendent pas seulement ils font pas juste de la veille. Il y en a qui, littéralement, on a en cours actuellement un programme de l'ATUT, Africa Tech Capital avec Ishiro, qui forme des personnes en data science. Et parmi les personnes de cette cohorte-là, il y en a qui sont dans différents métiers. Il y en a qui sont dans l'eau, il y en a qui sont dans le domaine de la santé. Il y en a beaucoup de différents domaines où les gens sont intéressés. Bien sûr, là, on parle des jeunes, des étudiants, des nouveaux professionnels, mais il y a également d'autres personnes aussi. Et justement, à Ishiro, on fait ce travail de sensibilisation. Et tout le monde est la bienvenue, justement, pour que nous puissions avoir assez... qu'on puisse faire écho pour que davantage de personnes soient au courant. Mais je pense que sur la durée, ça va s'imposer à plusieurs personnes. Je lisais quand justement il y a eu ChatGPT qui a commencé à faire le buzz. Beaucoup de personnes étaient inquiètes par rapport à leur métier, si leurs métiers vont disparaître ou pas. Et quelqu'un a écrit que l'IA ne remplacera pas votre boulot, mais une personne qui utilise l'IA va vous remplacer. Donc du coup, à un moment donné, ça va s'imposer à plusieurs personnes et on n'a pas le choix, on va s'adapter comme nous, chez nous également aussi. Mais donc c'est pour dire qu'à Ishiro, on a des initiatives dans ce sens-là et il y en a également d'autres à venir. Oui, tu voulais ajouter. Il y a les initiatives au sein de Ishiro qui fait énormément de choses depuis un bon moment maintenant. Donc il parlait d'ATUT, mais il y a aussi la Fondation Vallée avec l'ONG Bénin Excellence qui organise des écoles d'été sur l'intelligence artificielle pour les jeunes. Donc là, cette année, ce sera la 3e édition. Donc j'invite tous ceux qui sont intéressés sur ces problématiques-là à regarder de près ce qui se fera de ce côté-là. Et je suis aussi membre d'Ishiro. Donc au sein d'Ishiro, il y a cette initiative. Et je disais un peu plus tôt que la semaine dernière, j'étais à une séance de vulgarisation pour parler de l'IA, pour discuter avec les futurs prescripteurs. C'était à peu près 150 à 200 personnes, des étudiants de médecine, de pharmacie, de l'INMES. Et c'est des jeunes, et je pense l'avoir dit durant mon intervention au début du panel, c'est des jeunes qui ont d'autres habitudes que ceux de la génération d'avant, en fait, n'ont pas, qui sont très intéressés par tous ces sujets-là et qui aussi ont des craintes, en fait, qui se disent, est-ce que l'IA ne viendrait pas me remplacer, en tout cas, diminuer, entre guillemets, la part ou l'importance que j'ai aujourd'hui dans le système de soins. Et nous, notre message a été aussi de leur dire, il faut plutôt travailler à s'approprier les avantages de l'IA que de se poser comme quelqu'un qui va contre l'évolution. En tout cas, ceux qui vont contre l'évolution des choses ont toujours du mal après. Ça me rappelle le mythe de Thucydide, en fait, comme l'empire dominant, voyant l'empire qui est en train de monter, arriver, se dit je vais tout faire pour l'arrêter. À la fin, on sait ce qui s'est passé. Ça ne marche pas. Et hier, pour terminer, j'étais avec d'autres jeunes, une partie des jeunes là que j'ai eu la semaine dernière à la fac de médecine, pour un club assez restreint, pour parler des avantages de l'e-santé dans le domaine en Afrique et au Bénin.
Et il soulignait que le Bénin, par exemple, n'est pas très avancé dessus comparé au Burkina Faso, qui fait énormément de choses. Donc, ils ont quand même ils ont une certaine appétence. Ce sont des gens qui ont peur, entre guillemets, mais qui aussi se posent déjà des bonnes questions. Et pour parler de la génération qui est aujourd'hui, entre guillemets, au pouvoir au niveau des médecins, il y a parmi ces gens-là des gens qui ont conscience de l'apport de l'intelligence artificielle, de ce que ça peut, de comment ça peut être utilisé donc pour améliorer d'une part le workflow, mais aussi l'efficacité en fait de ces services-là. Et on travaille en fait avec ces gens-là à co-construire des solutions pour qu'ils ne soient pas complètement déphasés au moment où ça va commencer par être une vraie réalité dans nos sociétés. Et tu as dit, et je terminerai dessus, tu as dit quelque chose de très important. Comment est-ce que les curricula aujourd'hui dans nos universités, dans nos centres de formation s'adaptent à cela? Et les jeunes, ils ont posé cette question hier. Ils ont dit, mais au niveau de la fac de médecine, on n'a pas des cours qui ont rapport avec ces genres de choses. Donc votre intervention, la semaine dernière et aujourd'hui, pour nous, c'est quelque chose d'assez intéressant et qu'il faut continuer dans ce sens-là. Et donc il faut, au niveau des facultés, je dirais de médecine, pour parler de celle-là, qu'il y ait des initiatives qui vont vraiment dans ce sens-là, associer Ichiro, associer d'autres partenaires, des gens qui viennent vulgariser et démystifier un peu, entre guillemets, la chose. Il ne faudrait pas que ce soit l'IA soit quelque chose qui effraie. Il y a de quoi être effrayé, mais il ne faut pas être complètement effrayé. Il y a des moyens, entre guillemets, de mieux vivre, de mieux faire passer, entre guillemets, la pilule, si je puis ainsi m'exprimer. Donc, voilà. C'était un plaisir d'animer ce panel avec Sebedji sur les stratégies pour encourager le développement de contenus locaux dans les différents domaines qui sont clés pour la stratégie nationale de l'IA. Et merci beaucoup pour votre attention.